Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un nouveau mois qui commence pour les investisseurs. Quels seront les enjeux du mois d'octobre? On peut déjà lister pêle-mêle la baisse de taux attendue du côté de la Banque Centrale Européenne le 17 octobre prochain. Toutes les dernières données, y compris le rapport sur l'inflation du mois de septembre en zone euro publié aujourd'hui, vont dans le sens d'une baisse de taux au moins de 25 points de base pour la Banque Centrale Européenne au cours de ce mois d'octobre. Le marché sera évidemment particulièrement attentif à la saison de publication de résultats qui va reprendre dans les prochains jours. Le sprint final, bien sûr, de l'élection présidentielle américaine, sans oublier la géopolitique qui s'invite d'ailleurs aujourd'hui dans cette séance avec cet avertissement des autorités américaines selon lesquelles l'Iran se prépare à tirer de manière imminente des missiles balistiques sur Israël. L'information tombée dans l'après-midi a renversé le cours de la séance avec notamment des cours du pétrole qui étaient en baisse avant cette information et qui se sont violemment redressés. On reprend 3% et plus sur les cours du brut léger américain qui renoue avec le niveau de $70. Des tensions géopolitiques donc qui ne sont sans doute pas terminées dans cette zone du Proche et Moyen-Orient. Vous aurez le détail des mouvements du jour sur les marchés dans un instant avec Pauline Gratel. Parmi les grandes informations de la journée sur le plan business, un deal d'importance dans la chimie européenne avec l'émirat d'Abu Dhabi via sa compagnie pétrolière nationale qui a signé un accord pour mettre la main sur le chimiste allemand Covestro pour un montant d'environ 15 milliards d'euros. On parle là d'une des plus importantes transactions de l'année en Europe et de la plus importante acquisition pour un pays du Moyen-Orient en Europe aujourd'hui. Voilà donc pour le panorama du moment. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons encore plus spécifiquement sur les actions européennes entre le sentiment des investisseurs et les fondamentaux des entreprises. Quelles sont les perspectives pour ces marchés d'actions en Europe? Nous en parlerons avec le responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB, Roland Caloyan, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, séance un peu particulière, séance mouvementée, effectivement, avec au final des marchés actions et des investisseurs qui sont plutôt dans l'idée risk-off aujourd'hui, aversion pour le risque sur les marchés d'actions. Oui, en France, le CAC 40 est en recul en fin de séance, plombé par les valeurs du luxe. LVMH, Kering et Hermès cèdent tous plus de 2% aujourd'hui. Dans le sillage d'une séance compliquée pour le secteur automobile hier, Renault est dernier du CAC 40 et chute de 3%. Le repli s'est accentué avec le retournement du pétrole à la hausse qui bondit de 3%. Selon les autorités américaines, l'Iran s'apprête à tirer des missiles balistiques sur Israël. Autre mouvement à signaler aujourd'hui, la très forte baisse des rendements obligataires de plus de 10 points de base en Europe avec un taux allemand à 10 ans qui tombe autour de 2%. Oui, l'obligataire qui joue bien sûr un rôle de valeur refuge avec ces tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël. Les marchés obligataires en Europe qui intègrent également l'idée sans doute d'une prochaine baisse de taux de la BCE après la publication de la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de septembre. Voilà, l'inflation pour la zone euro passe sous l'objectif de la BCE pour la première fois en 3 ans au mois de septembre. Elle ressort conforme aux attentes en hausse de 1,8% sur un an. Sur un mois, elle recule de 0,1%. Grâce notamment à la baisse des prix de l'énergie. L'inflation cœur hors alimentation et énergie, elle, augmente de 2,7% sur un an. Ce rapport sur l'inflation ajouté aux dernières données conjoncturelles conforte les investisseurs dans l'idée que la BCE va procéder à une baisse des taux le 17 octobre prochain. Côté américain, les statistiques du jour et les statistiques de la semaine seront d'ailleurs tournées vers l'emploi. Nous avions aujourd'hui la publication de l'enquête JOLTS pour l'été. Oui, l'enquête JOLTS qui recense les ouvertures de postes
postes sur le marché du travail et qui montre un nombre de postes à pourvoir qui augmente plus qu'attendu avec 8 millions d'ouvertures. Le chiffre du mois précédent a été révisé en légère hausse à 7,7 millions. L'ISM manufacturier du mois de septembre était aussi attendu. Il ressort à 47,2, similaire au mois précédent et légèrement inférieur aux attentes. Dans le sillage de ces publications, le rendement de l'obligation à 10 ans américaine s'équilibre autour de 3,70%. Et puis en Europe, du côté des valeurs, la star du jour, sous les feux de la rampe en tout cas, c'est le groupe allemand Covestro. Oui, vous l'avez dit en introduction, la compagnie publique pétrolière d'Abu Dhabi annonce, après plusieurs mois de discussion, le rachat du géant allemand Covestro, spécialisé dans la chimie, pour un montant de 15 milliards d'euros, soit 62 € par action. C'est l'une des opérations de fusion-acquisition les plus importantes de l'année. Covestro étant en tête du DAX en Allemagne et du Stoxx 600, le titre est en hausse de 3,5%. Quels seront les points d'attention pour les investisseurs demain au cours de la séance, Pauline ? Les investisseurs attendent le rapport ADP sur l'emploi privé du mois de septembre et le taux de chômage de la zone euro pour le mois d'août. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Tendance, mon ami, pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Xavier Deburen, le directeur des investissements d'OTA Capital, est à nos côtés également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Et Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion, nous accompagne également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver tous les trois. Damien, un mot, et tous, un mot des enjeux du mois d'octobre, comme je le présentais, avec l'idée d'un atterrissage quand même macroéconomique, notamment américain, européen peut-être également. Et puis face à cela, quand même, des amortisseurs, comme je les appelle. C'est-à-dire que la Fed a enclenché son mouvement de cycle de baisse de taux, la BCE également, d'autres banques centrales sont déjà impliquées dans ces baisses de taux elles aussi, la baisse du pétrole, alors modulo la séance du jour, mais c'est vrai qu'on a quand même une baisse du pétrole continue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est perçu comme un facteur positif pour le consommateur occidental. Et puis, dernier événement en date, l'idée d'une relance chinoise ou l'idée d'un effort budgétaire et monétaire chinois pour permettre de stabiliser une situation économique compliquée. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que déjà tout ça, ça suffit pour se dire que voilà, il y a quand même des planchers aussi, peut-être au ralentissement macro et à une éventuelle correction des marchés dans ce contexte ? Est-ce qu'il y a des planchers ? C'est difficile à dire. Pour l'instant, la tendance, d'une manière générale, c'est un ralentissement en Europe avec des chiffres en valeur absolue qui déjà n'étaient pas bien flamboyants avant ce ralentissement. Donc, malgré tout, même si on n'imagine pas que la croissance européenne tombe à des niveaux vraiment inquiétants, en tout cas, la croissance européenne va rester faible. On rappellera que dans ce contexte-là, si on parle directement un peu entreprises et bourse, que les entreprises ont des marges à des niveaux élevés, qu'avec une inflation qui baisse et un consommateur qui est toujours pas au rendez-vous, il y a quand même un risque sur les résultats des entreprises, sachant que en plus les prévisions pour 2025 sont relativement optimistes déjà en Europe, puisqu'on est en gros à 10-11% d'attente de croissance des résultats. Donc tout ça, ça nous donne un panorama sur les sociétés européennes, ou en tout cas sur le contexte boursier européen, qui ne donne pas très très envie pour l'instant. Si on regarde maintenant les États-Unis, les États-Unis, qui évidemment, une fois de plus, qui ont fait preuve d'une résistance à toute épreuve au niveau économique, malgré tout, même si on voit quelques signes s'il y a des hauts et des bas et qu'on voit quand même encore certains signes de résistance, il y a quand même quelques inquiétudes et je pense que c'est pas innocent si la Fed baisse ses taux d'intérêt. Je veux dire, alors aujourd'hui, on a eu les emplois de Jolts dans l'après-midi, alors qui étaient un peu supérieurs aux attentes, qui sont à 8 millions. Je lisais un article tout à l'heure qui mentionnait qu'en 2019, on était à 7,5 millions et en 2019, on était dans l'anticipation d'un ralentissement cyclique normal. Donc, la petite bonne surprise sur Jolts aujourd'hui, des petits rebonds sur les Jolts, il y en a déjà eu plusieurs dans la descente, parce que ça fait déjà depuis 2022 que les chiffres Jolts y baissent. Donc le petit rebond par rapport aux 7,6 millions du mois précédent,
pour l'instant, il ne signifie pas grand-chose. Oui, c'est pas une tendance. Non, Non, bien c'est sûr, pas une ça ne tendance. remet pas en cause la tendance. Jérôme Powell le dit, hein, Ouais. le marché du travail n'a pas besoin de refroidir plus qu'aujourd'hui. Hein, donc, c'est... Ah oui, clairement, il a pas Voilà. besoin de refroidir Et plus. Il ne veut pas que ça refroidisse plus. C'est un put Oui. officiel. Absolument. C'est un put officiel. Alors, quand on parle de put, moi, ce qui me dérange toujours un peu, c'est qu'effectivement, depuis pas mal d'années, on parle des puts des banques centrales pour dire que les marchés boursiers ne peuvent pas baisser ou qu'ils auront du mal à baisser parce qu'il y a un put. Là aussi, on a vu pas mal d'études récemment qui montraient qu'au final, et heureusement, et c'est logique, les bourses, elles varient en fonction des résultats des entreprises, À la fin de la journée, c'est ce qui compte. de manière bête et méchante. Donc, de deux choses l'une, soit les baisses de taux qui ont commencé et qui arrivent permettront aux résultats des entreprises de tenir à un niveau élevé, voire de continuer à croître, ce qui est le scénario du marché. consensus. Ouais, ouais. Dans ces cas-là, on aura un marché boursier qui se tiendra. Soit ça ne suffit pas et vous pouvez baisser les taux d'intérêt, la bourse baissera. Ouais. Et historiquement, depuis 30 ans, c'est quand même arrivé assez rarement qu'on gère un atterrissage en douceur de manière très satisfaisante, on va dire. Et là, vous dites, on ne peut pas acheter dans le contexte, c'est compliqué d'acheter comme ça un plus 10% de croissance bénéficiaire en 2025 pour les entreprises européennes. Pour les entreprises européennes, ça me paraît compliqué. Ah ouais. Et pour les entreprises américaines qui sont à plus 16, ça me paraît encore plus compliqué. Encore plus compliqué. Alors bon, après, on généralise parce qu'on parle d'indices. Oui, donc, oui. On peut toujours après financer sur qui génère les Bien résultats, si c'est les grandes ou les petites entreprises. Mais en tout cas, ça donne le sentiment quand même qu'à court terme, le potentiel est relativement limité. Ouais. Et après, en ce qui concerne la situation chinoise, bon... Ça a mis un petit coup de boost quand même la semaine dernière. Alors ça a mis un petit coup de boost, mais un Ça petit s'est coup de vu, boost- quoi. Oui, mais un petit coup de boost qui est toujours aussi étonnant, j'allais dire. C'est-à-dire voir des LVMH ou des Hermès grimper de 20% Plus sur 10, la semaine, oui, ça plus n'a 20 sur la semaine, oui. ça n'a pas beaucoup de sens. Donc en ce qui concerne la Chine, je pense que là aussi, au bout du bout, comme dans les pays occidentaux, ce qui compte, c'est le consommateur, et c'est la confiance du consommateur, et la confiance du consommateur qui est très très basse, et les consommateurs ne consomment pas. À très court terme, je ne suis pas convaincu que les mesures du gouvernement chinois fassent remonter la confiance du consommateur, parce que le consommateur, il regarde surtout son patrimoine immobilier qui représente 70% de ses actifs. Et tant que le prix de l'immobilier ne remontera pas, a priori, il y a peu de chances pour qu'il reconsomme. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que même avec des baisses de taux d'intérêt, les prix de l'immobilier, pour l'instant, ne remontaient pas. Donc, oui, c'est bien. En Chine, peut-être que ça permet de mettre un plancher sur un niveau de croissance. Mais les mesures qui ont été annoncées, on va voir ce que ça donne. Mais ce n'est pas évident que ça suffise là aussi à tirer la croissance chinoise, peut-être, mondiale. On en doute un peu. Ouais. Léa, c'est vrai qu'on a quand même terminé le mois de septembre, alors qui est toujours un mois de tous les dangers, parce que la saisonnalité, etc. Voilà. Donc on entre généralement dans le mois de septembre en étant assez prudent, et effectivement il fallait l'être au début du mois de septembre. Mais c'est vrai que la deuxième partie du mois a été quand même assez très positive, même il faut le dire, euphorique. Ouais. Donc on termine ce mois de septembre avec un sentiment de marché qui s'est quand même nettement redressé, qui s'est amélioré. Est-ce que c'est juste une question de sentiment, et on sait que le sentiment peut varier très vite, ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça derrière ce sentiment? Je pense qu'il y a des indicateurs justement de sentiment de marché qui étaient importants à regarder tout début septembre et suite aux annonces de Powell notamment et de la Fed et de cette baisse des taux, et qui faisaient écho à ce qui s'est passé en août. Je vous rappelle 2 chiffres macro qui ont fait frémir les marchés assez violemment. La question qui s'est posée, c'est finalement est-ce que la Banque centrale américaine n'arrive pas un peu trop tard parce qu'elle voit des choses qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, même si le consensus reste effectivement majoritairement dans ce soft landing, il y a quand même de plus en plus de pourcentage dans les sentiments de marché sur ça va peut-être pas être si soft que ça. Et pour reprendre les zones géographiques, parce que c'est ça qui est important, alors on va mettre de côté le contexte géopolitique, parce qu'il y a toujours des facteurs externes pour venir bouleverser tout ça, et on est bien placé aujourd'hui pour le dire, mais en dehors de cette partie-là, l'Europe va clairement très mal. Et donc, je rejoins absolument ce qui s'est dit sur les croissances bénéficiaires. D'ailleurs, en témoigne ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Croissances bénéficiaires en Europe sont passées de 7-8 en début d'année, elles sont autour de 3 maintenant. C'est exactement l'inverse qui s'est passé aux États-Unis. Et je pense qu'effectivement, on reste quand même extrêmement confiant sur l'économie américaine à ce stade, à raison. Il y a quasiment aucun voyant rouge qui s'allume. Donc pour l'instant, on peut rester dans ce scénario-là. L'Europe, ça va être beaucoup plus compliqué. L'Allemagne est en passe quasiment de revenir en récession. C'est un très gros moteur, c'est très compliqué. Et sur la Chine, alors c'est effectivement un effet d'annonce qui a plu au marché.
ça fait quand même un moment qu'on attend cette relance du marché chinois. Différent des annonces précédentes de ce point de vue-là, j'ai en termes trouvé quand d'ampleur, même. ne serait-ce que ça. Et donc forcément, d'ampleur et puis aussi de poids sur la consommation, parce qu'effectivement, c'est le consommateur qui n'est pas là. Dans les quelques pourcents maintenant de croissance que la Chine a, la majorité vient quand même du commerce extérieur. Ouais. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de moteur à l'intérieur. Il faut impérativement le relancer. De là à dire que ça va fonctionner, je pense que là, la réaction qu'on a vécue sur les marchés est un petit peu surdimensionnée, parce qu'il va falloir du temps pour que tout ça se remette en route. Ça montrait surtout le niveau de survente et de déshérence des actions chinoises, notamment. Absolument, absolument. Et ça depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc c'est quand même très très long. Donc après, une fois qu'on a ce panorama-là, avec une Europe qui est quand même, à mon avis, qui va être le centre du sujet pour les investisseurs là, dans les prochains mois et qui se voit à travers les flux. Il n'y a pas un flux qui vient en Europe, malheureusement. Le rationnel de marché, c'est de regarder aussi les niveaux de valorisation. Et c'est là où, effectivement, on a du mal à retrouver du potentiel. Moi, je suis tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit. Comment rentrer dans ce train qui est déjà parti très, très vite et depuis déjà un moment, alors même que finalement, les perspectives de croissance, elles sont soit très médiocres en Europe, sous-attentes en Chine et aux États-Unis. Il reste quand même encore quelques craintes que ce soft landing ne se fasse pas. Je reviens à mes 3 amortisseurs, mais bon, on connaît tous les problèmes de l'Europe. Le marché, les investisseurs, on leur rabâche les oreilles avec ça toute la journée. Mais un peu de stabilisation de la croissance en Chine, sans même parler de relance. Des baisses de taux de la BCE peut-être un peu plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer par nécessité, bien sûr. Et puis la baisse du pétrole, qui est bonne aussi pour notre zone qui en consomme. Enfin, je veux dire, est-ce que ça peut quand même adoucir un petit peu les problèmes de la zone euro à court terme, j'ai du mal à le croire. Je pense que là, on voit ce qui se passe également en France, qui est quand même un catalyste extrêmement important. Certes, les pays du Sud s'en sortent mieux, mais la France va peiner très sérieusement là, dans les prochains mois, ne serait-ce qu'à justifier sa capacité à tenir son budget. Donc ça va peser indéniablement. Alors les très grandes capitalisations, les très grandes entreprises françaises sont majoritairement exposées à l'étranger. Ça, du coup, ça va moduler un tout petit peu. Mais l'investisseur ne le regarde pas comme ça. Moi, je crois malheureusement qu'aujourd'hui, les marges sont élevées. C'est tout à fait vrai. Il y a plus... Enfin, là, c'est du comportement de marché, mais il y a plus finalement d'éléments qui pourraient conduire à la baisse pour les entreprises que de catalystes positifs. Quels sont les catalystes positifs ? Ça, c'est juste ce que vous écrivez, des éléments qui peuvent éventuellement soutenir ces niveaux de valorisation si tout le reste va bien. Ouais. Bon, quel est votre état d'esprit au démarrage de ce mois d'octobre, dans le sillage d'un mois de septembre qui aurait été finalement positif quand même pour les marchés actions? Alors, si on prend un peu de recul, le scénario macro, il était assez clair. On a des baisses de taux, ralentissement économique, donc forcément un positionnement qui est défensif. Ouais. Et on l'a vu quand on regarde les performances sur 3 mois sur le stock 600, donc qui regroupe les 600 plus grosses entreprises européennes, pas de la zone euro, mais européennes. En gros, cet indice a cru de 2,5%, et on a une divergence très importante en termes sectoriels, puisqu'on a l'immobilier qui a pris 15%, on a le retail, donc c'est toute la distribution alimentaire, etc., qui a pris environ 13%, et ensuite la partie utilities, télécom, qui sont des vrais défensifs, ça, c'est des secteurs qui ont pris environ 10%. Et à l'inverse, on a tout le secteur automobile, qui a perdu 15%. On a le secteur tech qui a perdu 5%. Donc on voit bien que le choix des investisseurs a été très clair depuis 3 mois, même si, vous l'avez dit, avec les annonces de ce plan de relance quand même très massif qu'on a observé en Chine, on a vu une inversion assez forte. Sur une semaine, ça a corrigé un peu l'écart. Effectivement, les cycliques ont été particulièrement recherchés. Donc ça c'est l'élément qui dit qu'il y a quand même pas mal de prudence, sans doute de l'attentisme, même si le scénario de soutien des banques centrales américaines comme européennes est pour moi un message assez solide et assez fort pour les actifs risqués. Notamment, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la Fed, qui est partie en dernier, a pris la main. Elle a rattrapé un peu sur phare. Directement, elle a baissé ses taux de 50 points de base, laissant finalement
la Banque Centrale Européenne à être... d'un côté, il y a les États-Unis qui ont pas mal La balle poussé, est à nouveau dans le camp de la BCE. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, hier, Catherine Lagarde devant Christine. Pardon, Catherine. Ça lui va bien, Catherine, en même temps. Mais, Commençons pas, non. mais effectivement, Christine, hier, devant le Parlement européen, a souligné quand même un problème de demande, un problème d'investissement, un problème de consommation intérieure en Europe. Voilà, et que les salaires étaient peut-être moins un problème que ce qu'on imaginait. Et qui était très opposé par rapport à son discours qu'elle avait tenu lors de sa dernière réunion. Donc il y a pas mal d'éléments. Un point peut-être sur... si on prend un peu de recul et historiquement, quand on a une inflation qui est aux alentours de entre 1 et 2% en Europe, la valorisation moyenne du marché est de 15 fois le PE. Aujourd'hui, on est à 13,5. Donc on voit bien, les derniers chiffres l'ont montré aujourd'hui à 1,8%, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis l'été 2021. Donc ça... Voilà, c'est aussi des éléments qui peuvent... Ça peut soutenir la valorisation un peu plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, sur le risque des marges et sur le risque des bénéfices par action, là, j'ai regardé sur Bloomberg juste avant de partir, on a déjà pas mal rebaissé, parce que les États-Unis, c'est plutôt aux alentours de 13% qui sont attendus pour 2025 et 8% pour l'Europe. D'accord, ok. Mais ça souligne quoi ? Ça souligne que c'est un vrai retour finalement du stock picking, de la sélection de valeur et que... on n'est plus dans un marché où tout montait. Et d'ailleurs, depuis quelques temps maintenant, et l'illustration de cette divergence quand même très marquée qu'on peut observer dans les marchés souligne qu'il va falloir se montrer extrêmement sélectif dans nos allocations, les diversifier et privilégier également toute la partie obligataire qui reste quand même assez intéressante. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est quoi des secteurs qui sont à risque, pour lesquels le marché attend peut-être trop aujourd'hui en Europe là ? Alors, le nettoyage a quand même été pas mal fait. Sur toute la partie cyclique, on a une révision assez marquée du consensus sur les attentes. Donc ça s'est observé sur les secteurs du semi-conducteur qui est à la peine depuis le début de cette année. On constate sur l'automobile, on est en plein dedans et on voit des révisions et des profit warnings, des avertissements sur résultats qui se font semaine après semaine. Et le dernier en date était évidemment Stellantis très marqué. Donc ça, c'est aussi... Les entreprises et ces secteurs qui font face à des gros problèmes de croissance doivent vraiment remettre à plat toutes les attentes et donc frapper fort. C'est ce qui se passe. Donc on voit bien que là, il y a un ajustement qui se fait. Sur l'énergie, c'est la même chose. On intègre des prix du pétrole qui vont être durablement plus bas que ce qui ne pouvait l'être. Ça a été le cas sur le luxe aussi, où ça a permis de gommer des exagérations de valorisation qui avaient été atteintes sur le secteur. Et on commence à tenir compte de croissance beaucoup plus C'est plus en ligne. normale. Ces secteurs-là sont plus en ligne avec des attentes raisonnables. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la divergence de perf qu'on a sur 3 mois. Et à l'inverse, on a des révisions trimestre après trimestre positives sur le secteur des utilities, sur le secteur bancaire notamment. Toujours. Voilà. Ouais. Donc à risque, ça commence quand même à être pas mal intégré. Sur l'automobile spécifiquement, je sais pas, c'est un secteur qui intéresse toujours. Quelle est la gravité ou la profondeur de la gravité aujourd'hui Je pense que la situation est quand même pas terrible parce que c'est pas juste une question de cyclicité. Il y a plusieurs éléments. Bon, évidemment, le premier qui nous vient directement à l'esprit, c'est le fait que la concurrence chinoise devient problématique. Et c'est à mettre en parallèle avec, à mon sens, un certain nombre de constructeurs qui ont monté les prix de manière tellement forte qu'ils vont le payer. Ils vont le payer parce qu'ils sont plus concurrentiels. Donc la vraie question, c'est est-ce que les grands constructeurs sont prêts à baisser leurs prix, ce qui semble pas être le cas pour l'instant. Que va faire la zone euro par rapport à la concurrence chinoise ? Alors on a vu que même au sein des dirigeants des entreprises automobiles, on n'est pas d'accord sur est-ce qu'il faut mettre des taxes ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre. Bien sûr. Donc de ce point de vue-là, la visibilité est nulle et pour l'instant, on ne voit pas trop de catalyseurs, ou de bonnes nouvelles potentielles. Pour vous, c'est un couteau qui tombe, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est pas, il n'y a pas l'idée de se dire, tiens, je vais être contrariant sur l'auto. C'est trop tôt. D'accord. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Les warnings, ils arrivent que depuis
trois gros mois. Oui, ça c'est dépend ça. des Oui, acteurs. j'allais dire quelques semaines. Non, mais je rappelle juste, secteur en Europe, en tout cas, sur les 3-4 premiers mois de l'année, c'était une fusée. C'était un secteur leader, c'était encore les marges Covid, c'était un autre monde, quoi. Et la vitesse à laquelle ça change est spectaculaire. Ils sont en train de chuter. Après, est-ce que dans les équipementiers auto, potentiellement, il n'y a pas des choses à faire parce que eux peuvent être des fournisseurs de constructeurs, de constructeurs chinois. Là, en revanche, c'est peut-être plus intéressant, Forvia ou des entreprises comme ça. Et que le dernier warning de Forvia, je crois que le titre baissait plus. Mais il a tellement baissé. Il a tellement baissé. Je sais. 20%, ouais. C'est ça, hein, on est d'accord. C'était il y a une semaine, 10 jours. Hein. Oui, J'ai vu le warning mais de Forvia et sur la nouvelle, le titre baisse plus. Oui, mais c'est sur le warning de Stellantis, il perd 10%. Ah bah d'accord, mais donc, sur Forvia spécifique. Mais bon, ça reste, là, tout ça reste tellement corrélé. Par les paniers. Mais effectivement, je pense que sur les équipementiers, il y a sûrement davantage de choses à faire parce que les équipementiers, d'abord, se spécialisent par domaine d'activité. Donc, ils sont moins concurrencés sur certains produits. Et puis, deuxièmement, ils peuvent avoir des constructeurs qui marchent comme clients. Mais sinon, le secteur auto... Constructeur OEM européen, pour l'instant, il y a beaucoup mieux à faire. Oui. C'est pas le moment de prendre un risque comme ça. Oui, moi j'ai envie de compléter parce que ce secteur il m'intéresse beaucoup sur à la fois la partie extra-financière dont on discute souvent, mais aussi pour reprendre le contre-pied de ce qui a été dit sur comment les constructeurs se sont organisés. Il y a aussi la demande. La demande, elle n'est pas là en fait. C'est-à-dire qu'on a poussé ce secteur-là vers des technologies à marche forcée, et ça on le savait très bien, dont déjà les échéances ont été repoussées en fin d'année. C'est plus 2030 le véhicule électrique, c'est 2035, et ça les patrons de l'industrie nous l'ont tous dit. En fait, on savait très bien que ça allait être compliqué. Là, on a les immatriculations en août qui se sont effondrées, alors en volume d'une part, mais en particulier dans les segments de l'électrique et de l'hybride. Donc l'électrique, c'est plus que 15% des immatriculations, c'était plus de 20 l'année dernière. Exactement. Et donc on en revient à cette problématique. Les ventes de véhicules électriques, moins 44% en Europe. L'hybride, c'est exactement la même chose. Tout ça, effectivement, parce que les pricing ne sont pas bons. Ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'appréhension maintenant sociétale de prendre son véhicule électrique, à marche forcée aussi, et dont l'usage n'est pas forcément en adéquation avec ce que l'on veut en faire. Et ça, c'est le vrai problème de fond. Et donc, aujourd'hui, on a des constructeurs qui sont dans une impasse. Là où je vais moduler un petit peu ce qui a été dit, il y a quand même eu beaucoup de phénomènes, et ça date pas d'il y a 3-4 mois, sur les constructeurs européens qui quand même laissaient penser qu'il y avait des sujets de fond très forts. Je vais commencer par les rappels de véhicules. Si on prend Stellantis, la quantité, donc le nombre de véhicules rappelés est supérieur au nombre de véhicules produits cette année. Ça, c'est quand même un élément extrêmement fort et qui dure. C'est-à-dire que nous, on a pour habitude de regarder, vous savez, les news, ce qu'on appelle le momentum extra-financier. Et ça date déjà d'il y a 18 mois. Les rappels produits s'accélèrent massivement chez les constructeurs. On avait des signaux faibles. Depuis des mois. Il y a eu également tout le phénomène aux États-Unis également. Alors, on ne fait pas le lien en ce moment parce qu'une partie des problématiques de Stellantis sont aux États-Unis actuellement. Alors personne ne fait le lien avec les mouvements sociaux qui ont eu lieu maintenant il y a plusieurs mois. Oui, bien sûr. Mais, grande grève de Détroit. Exactement, c'est souvent lié. Quand on a des phénomènes de ce type-là, des climats sociaux qui sont compliqués. Ça désorganise le système. Bien évidemment, et c'est souvent avant-coureur d'une problématique beaucoup plus profonde et opérationnelle. Et moi, je crois qu'en fait, ce secteur-là, il est à mal depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on en est écarté depuis très longtemps. Et pour revenir sur le sujet des équipementiers, alors les équipementiers, malheureusement, il y en a un certain nombre que j'affectionne, ont aussi pris le virage, effectivement, de ces transitions technologiques. Donc, cette visibilité, elle s'éloigne encore plus. La plupart nous disaient début 2024 qui commencerait à avoir de la visibilité là en fin d'année, on va reculer encore, très clairement. Donc ça va continuer à être compliqué. Et n'oublions pas une chose, les usines ferment les unes après les autres. En Europe, les grandes annonces de Volkswagen ne sont pas du tout neutres dans le secteur, c'est même historique quasiment. Ça va nous amener, à mon avis, des mouvements sociaux assez forts. On connaît le poids des syndicats là-bas d'une part, mais surtout le tissu économique, notamment équipementier, ne va pas s'en sortir indemne, de toute façon. Je disais qu'il y a une trentaine d'usines en Europe peut-être qui tournent sans rentabilité aujourd'hui. Voilà.
L'auto, je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire là-dessus. Pour aller dans le sens un peu social qui a été évoqué juste avant, il faut rappeler qu'un emploi sur 10 en Allemagne est lié à l'industrie automobile. Je mettrais en termes social également toute la partie des dealers automobiles, des concessionnaires. Et c'est vrai que ça a été un vrai sujet chez Stellantis, qui du jour au lendemain a voulu finalement sortir complètement toute cette activité de son périmètre, et sans vraiment donner des solutions, etc. pour ça. Et ça se voit clairement sur les ventes. Et en fait, on a un secteur auto qui a des problématiques d'exécution. On l'a vu sur la fabrication, c'est aussi sur les rappels, tous les sujets sur les airbags notamment, problèmes de qualité. On a des problèmes réglementaires, on l'a évoqué, mais que ce soit sur la pression qu'on a de l'Europe sur les émissions qui doivent baisser en moyenne chaque année sous peine d'amende très importante. Le montant des amendes, c'est Lucas Demeo qui donnait le montant des amendes pour les prochaines étapes l'an prochain sur les atteintes d'objectifs pour ceux qui n'y arriveront pas. Voilà. C'est des chiffres on est dans un corner. Il y a un problème de demande, on en a parlé. Les immatriculations au mois d'août en Europe, c'est moins 18%. Donc ça montre bien. Et sur le véhicule électrique, on l'a dit, moins 44%. Il est vrai que l'usage de la voiture électrique, ça s'adapte quand même plus à une utilisation en ville. Et ça, une fois que les gens sont équipés, ils ne vont pas en acheter 2 ou 3. Donc voilà. Et puis ensuite, vous avez un problème de concurrence qui a été évoqué également. En Chine, et ça, c'est tous les OEM allemands qui souffrent de la très forte pénétration des acteurs locaux en Chine. Et puis sur le véhicule électrique, en Europe, et on voit bien que, alors aux États-Unis ils ont tranché, puisque Biden a dit c'est 100% de taxes, donc le problème est réglé. En Europe, on a toujours un peu peur de son nom et de ce qui peut se passer. Donc là aussi, c'est pas tranché là-dessus, mais c'est clairement un vrai sujet, puisque les Chinois, ils se sont dit que de toute façon, ils n'allaient pas rattraper leur retard sur les moteurs thermiques. Ils ont mis le paquet sur la voiture électrique, et ils ont des voitures qui fonctionnent très bien, et tout un tissu industriel qui permet d'être très compétitif en termes de prix. Donc l'enjeu sur le secteur automobile... Mais c'est-à-dire quand on essaye de réfléchir un peu à l'avenir stratégique de ce secteur, parce que là on va parler de consolidation, alors je sais pas, dans le secteur bancaire par exemple, on a un deal avec un chimiste allemand aujourd'hui, mais le secteur auto en Europe, il faut imaginer d'autres rapprochements, la stratégie de plateformisation, il y a quand même des stratégies qui peuvent permettre de consolider ce qui restera de ce secteur en Europe, Damien ? On parle ces derniers jours de rapprochement, Stellantis, Renault et même BMW qui soi-disant se discuteraient ensemble. J'imagine tous les analystes ont déjà réfléchi aux mécanos, à tous les types de mécanos possibles, et les analystes et les industriels, j'imagine. L'objectif c'est toujours le même, c'est d'avoir un seuil de rentabilité plus bas en faisant du volume et sortir la voiture électrique pour le ménage moyen au meilleur prix, quoi. Mais ça va prendre tellement de temps de faire ça que de toute façon ça va pas régler le problème dans les 3 à 5 ans. Lucas Demeo, il a essayé de pousser l'idée de plateforme. Je crois que ça a pas fonctionné. Il n'a pas reçu de réponse ou d'oreille attentive de ce point de vue-là. Non, ce qu'il a essayé de faire, c'est de séparer la partie électrique de la partie ça aussi. thermique. Oui, bien sûr. Et là, on comprend bien que le marché en voulait pas. Le marché n'a pas eu tort d'ailleurs, du coup. Bien sûr. On se disait, c'est dingue, le marché veut pas de l'électrique chez Renault. Effectivement. Non, j'allais juste rajouter qu'en plus de toutes ces problématiques, il y a aussi la partie infrastructure. Comment va se consolider ou en tout cas se structurer le secteur sur les infrastructures qui sont à mettre en place aujourd'hui pour les bornes. Oui, bien sûr. Et tout ça pour l'instant, n'est nulle part. Est-ce que c'est chez les utilities ? Est-ce que c'est éventuellement Total se sépare par exemple de tout son réseau justement de stations-service. Donc comment ça va être pensé ? C'est pareil, le marché l'a pas du tout encore vu ni anticipé. Un des enjeux qui pourrait donner très certainement un bol d'air à l'industrie, ce serait une levée des restrictions réglementaires imposées par l'Europe on peut se poser la question. Alors évidemment, il y a la légitimité par rapport à la transition énergétique, etc. Après, d'un point de vue économique, c'est la légitimité d'imposer ces régulations par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, où le rapport de force est absolument pas le même.
Et d'ailleurs, Mario Draghi, dans les nombreuses, dans les nombreuses recommandations qu'il a données, il y avait la levée de ces... Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Vous avez des industriels qui disent, mais attendez, nous, on s'est mis en ordre de marche pour sur ces objectifs. Est-ce qu'on n'a pas déjà franchi un point de non-retour, quoi? Alors, c'est sûr que les milliards qui ont été dépensés justement pour le lancement des véhicules électriques hybrides, etc. Après, sur la partie, on le voit bien déjà sur la partie des constructions d'usines de batteries, etc., là que tout a été absolument gelé et à l'arrêt, donc tous ces capex qui étaient mis, ou ces investissements qui étaient mis en face, mais ce serait peut-être la solution la plus rapide de lever et enfin pouvoir dire sur le sujet de se couper un bras plutôt qu'être obligé de se couper deux bras, deux jambes, deux mains, quoi. Des véhicules thermiques, de la vente des véhicules thermiques en 2035, déjà lever ça, peut-être que ça pourrait être bon. Bon, on verra. Il y a une nouvelle commission qui est en train de s'installer. Je voulais qu'on dise un mot de Covestro. Donc personne ne connaît Covestro. Enfin, c'est quand même c'est un chimiste. Leader mondial sur sa chimie. Voilà. Donc les spécialistes et les investisseurs connaissent Covestro, mais je veux dire, c'est pas une marque grand public, mais c'est un groupe chimique historique, allemand. On est dans le pur modèle d'affaires allemand de ce point de vue-là. Racheté aujourd'hui par Abu Dhabi, donc c'est la plus grosse transaction de l'année, c'est la plus grosse transaction pour un pays du Moyen-Orient sur une entreprise européenne et allemande en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération et du sens qu'on peut lui donner? Abu Dhabi, très bon momentum. C'est une entreprise qui a perdu de l'argent ces 2 dernières années. Dans le cours de bourse, c'était quand même très, très déprimé. Donc ils sont sortis du bois avant l'été, puisqu'ils ont engagé des discussions préliminaires pour essayer de se mettre d'accord. Après, c'est un capital qui était quand même très, très éclaté. Les discussions étaient un petit peu longues parce que le management de Covestro souhaitait qu'il y ait des garanties apportées par Abu Dhabi, notamment sur toute l'empreinte industrielle. En Allemagne, ils se sont engagés évidemment à ne pas faire de licenciement, en tout cas pour les 5 prochaines années, je crois. Et puis en termes d'investissement également, ils ont la garantie qu'après la fusion ou le rachat, il y a une enveloppe de 8 milliards d'euros d'investissement qui va être allouée pour faire croître Covestro, qui encore une fois est leader sur les activités de chimie sur lesquelles ils sont. Donc l'idée n'est pas de réduire le groupe, l'idée est de lui apporter de nouveaux moyens pour se développer sur des segments de croissance précis. Son leadership et pour pouvoir croître et attaquer le marché mondial encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors après, c'est sur le papier, on verra bien comment ça se passe sur l'exécution, mais... Et pour l'Allemagne, c'est pas un problème. Je me dis, parce que je vois le politique allemand qui s'émeut de voir la banque voisine, italienne, Unicredit, commencer à monter au capital de Commerzbank. Là, quand c'est Abu Dhabi qui arrive et qui peut mettre 15 milliards pour racheter le chimiste historique, là, il n'y a pas de problème. Le chimiste Covestro a moins d'impact chez le consommateur allemand, plus que par sa banque qui pourrait être... qui pourrait passer en Italie, c'est moins sensible. Pour l'électeur allemand, c'est moins sensible. Voilà, après, mais c'est tout l'enjeu de la perte de vitesse européenne, de pas avoir les capacités de garder des fleurons comme ça, mais ça fait partie du jeu aussi. Damien. En fait, c'est plus que de la perte de vitesse. Là où le gouvernement en fait ne réagit pas, c'est parce que c'est de la perte de compétitivité et qu'ils savent très bien que Covestro, avec les coûts qu'ils ont et avec la hausse des prix des matières premières et le fait que l'Allemagne, d'une manière générale, a eu une politique énergétique assez calamiteuse ces dernières années et du coup une fourniture de matières premières qui est plus compliquée, mais ils savent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour soutenir Covestro. Donc ça, politiquement, c'est la raison. Après... dans les éléments importants, je pense aussi, c'est que Abu Dhabi, c'est un acheteur industriel. Donc, c'est via la compagnie pétrolière nationale. Eux, leur objectif, c'est de diversifier leurs sources de revenus et d'avoir une espèce de plateforme de distribution pour des produits autres que le pétrole, sachant que eux peuvent fournir le pétrole. Donc c'est un vrai sens industriel. Et la dernière chose, je pense, qui est intéressante, alors ça perd un peu de valeur sur Covestro parce que les premières rumeurs, elles datent de juin 2023, donc ça fait déjà... Ah oui, d'accord. Ah oui. J'avais vu ces dernières semaines, mais j'étais pas remonté jusqu'à juin 23. D'accord. En fait, les discussions, elles durent depuis plus d'un an. D'accord. Donc, j'allais dire,
est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter des cycliques aujourd'hui? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser. Mais sachant qu'ils ont commencé à discuter il y a 1 an, c'est pas comme s'ils profitaient d'une opportunité comme ça du jour au lendemain sur le secteur cyclique. Ils peuvent avoir une vision un peu long terme, j'imagine. Eux, c'est carrément une vision long terme. Oui, c'est ça. Puisque c'est une vision industrielle. Donc, ça reste pas cher en Europe, de toute façon, pour un investisseur. Par rapport aux États-Unis, oui. Voilà, c'est ça. Pour un investisseur du Moyen-Orient qui a le choix entre l'Asie, les États-Unis ou l'Europe, de juin 2023 aujourd'hui, ça reste pas cher. Exactement. C'est moins cher et puis peut-être ça reste moins cher. Ils n'auraient pas le droit de le faire aux États-Unis en plus. Donc ils peuvent le faire. Mais voilà, le sujet, c'est est-ce qu'il faut acheter des cycliques? Je sais pas si on a le temps d'en parler, mais à notre avis, c'est trop tôt, quoi. Ben voilà, on a la réponse. Non, parce que je voulais qu'on dise un mot de la France. Quand même. Non, mais spécifiquement des valeurs françaises. Bon, on a eu le discours de politique générale de Michel Barnier, la séquence budgétaire d'ici la fin du mois. Tout le monde constate quand même qu'il y a eu un décrochage du CAC par rapport aux pairs européens depuis le 9 juin et la dissolution, qu'on joue plus dans la même cour, entre guillemets. C'est vrai aussi du point de vue obligataire, mais quand on gère des actions, en France, évidemment, on a forcément un panachage important d'actions françaises dans ces portefeuilles. Comment on réfléchit à la question de savoir si la situation politique et ce qui débouche de cette situation politique, en termes de politique, de policy, pour le dire en anglais, quel type d'impact on imagine sur des valeurs, des secteurs, des entreprises localisées et françaises aujourd'hui? D'abord, je pense que la première chose, c'est qu'il y a des anomalies de marché. C'est-à-dire que la réaction du tout ce qui est en France va forcément être impacté par le cette code politique. postal, quoi. L'effet code postal exactement. Pour un investisseur global, c'est côté à Paris, au CAC, c'est la France, je vends. Absolument. Et donc, c'est pas si vrai, on le sait bien sûr, j'ai pas les chiffres en tête exacts, donc je vais pas dire de bêtises, mais dans les premières capitalisations, donc le CAC 40 pour parler simple, le poids du chiffre d'affaires en dehors de la France est colossal. C'est 15% en France. Oui, c'est ça. Bon, au global, des 40 85 en dehors de la France, pour le prendre dans ce sens-là. Donc c'est pas colossal. sûr que LVMH fasse 15% de son chiffre d'affaires en France, si on prend la première capitale. Non, bien sûr. C'est ça. Oui. Donc effectivement, ces anomalies de marché, il faut les voir pour justement en profiter. Il n'y en a pas eu tant que ça, en réalité, parce que les gros acteurs qui sont très présents en dehors de la France se sont extrêmement bien tenus. Je pense par exemple à Schneider Electric. C'est un exemple parfait où l'anomalie de marché, elle a été perçue par tout le monde. Par contre, il y a des grands mouvements, des fois, de vente d'indices qu'on connaît, assez mécaniques, où là, c'est emporté et c'est le moment d'y retourner. Après, de manière un petit peu plus globale sur la situation française, il y a aussi des entreprises qui étaient très exposées à la Chine, et c'est là où tout ça est assez imbriqué. Je pense au luxe, mais pas que. La consommation, un petit acteur comme Seb, par exemple, est extrêmement exposé, souffre de ça depuis un moment, et donc ce catalyste-là, il peut aussi être intéressant à jouer. Alors, vous pouvez parler des petites et moyennes capitalisations, il y a eu un rebond. Moi, je reste persuadée, malheureusement, que sur ce segment de marché aujourd'hui, il y a une liquidité qu'on ne retrouvera plus. Il y a des small et mid cap. Alors, on va prendre les termes, des sociétés qui sont entre 1 milliard et 3 milliards de capitalisation, donc elles sont plutôt proches de small que de mid, qui étaient, il y a encore quelques années, entre 5 et 10 milliards. Et force est de constater que le marché délaisse, au-delà de la thématique, les valeurs pour des problématiques de liquidité. C'est très difficile de traiter en bourse ces sociétés-là aujourd'hui. Donc il va falloir retrouver un peu de confiance. Il y a des rebonds techniques, on vient de le voir. En termes de style, il y a eu des rebonds aussi. On évoquait des cycliques. Moi, je partage complètement cet avis, même si j'en discute beaucoup au sein de mon équipe. Il y a eu un très fort rebond des défensives. Pour autant, depuis maintenant quasiment une semaine, on voit un engouement de marché qui s'est fait à l'inverse complètement. Et pas tellement que sur les cycliques, pour reprendre un peu ce qu'on a dit en début de séance, mais sur des valeurs de moins bonne qualité. Au sein des cycliques, les valeurs de moins bonne qualité. Quelle conclusion on en tire, Léa? Pour moi, c'est un effet d'aubaine très rapide sur le marché suite aux annonces de baisse des taux qui est mécanique. C'est du bruit plus qu'une tendance. Qui consiste à dire, en fait, le signal est fort, la baisse des taux, c'est une hausse des marchés actions, on prend du risque et on ne va pas plus loin. Et progressivement, je pense de toute façon que rester sur des profils plutôt défensifs en ce moment, étant donné tout ce qu'on s'est dit, est assez judicieux. Ouais. Sur le cas des actions françaises, Xavier, dans quelle mesure la situation politique qu'on connaît et les conséquences qu'elle peut avoir sur le plan fiscal, budgétaire, évidemment, dans quelle mesure c'est à prendre en compte quand on gère des actions françaises là, aujourd'hui? Le coup de tabac qu'on a eu à la suite de l'annonce de la dissolution, ça a permis aux gens, je pense, de se rendre compte qu'ils avaient été peut-être trop exposés au marché actions France.
Alors ça, historiquement, c'était assez logique. On a vu le CAC a quand même surperformé les indices. C'est largement ces derniers trimestres, notamment portés par l'industrie du luxe, etc. Tant que le luxe allait bien, voilà. effectivement. Et donc ça, ce qui a fait que finalement, on se laissait porter et le poids de la France au sein des allocations a logiquement monté. Donc là, c'est l'occasion de se dire, voilà, on remet les choses à plat, il faut réduire ces allocations sur la France. Il y a trop d'incertitudes aujourd'hui. On ne remet pas en cause du tout la qualité de certaines sociétés, mais ça rejoint ce que je disais sur le stock picking et la sélection de valeurs qui va être essentielle. Et puis, l'enjeu d'une bonne allocation, c'est la diversification. Et aujourd'hui, vous avez la machine américaine qui continue de dérouler, même si ça se normalise et un peu d'incertitude peut-être sur les élections, mais globalement, ça reste la monnaie de référence, ça reste la dette de référence, ça reste la croissance de référence, ça reste le marché de référence. Donc il faut être investi aux États-Unis. En Europe, il faut être sélectif. On a brièvement parlé des pays du Sud, notamment de l'Espagne, qui des entreprises de très très bonne qualité, qui travaillent très bien avec l'Amérique latine, sur lequel il y a une dynamique de croissance qui reste très bonne. Ça, c'est un bon univers d'investissement que vous aimez bien aujourd'hui, là. L'Espagne, c'est notamment Inditex qui continue à dérouler. C'est un métronome, Inditex. Pour ne parler que de cette société. Et puis sur la partie allocation obligataire, il y a toujours du rendement et on peut jouer des entreprises françaises qui sont très bien notées, de très bonne qualité et qui, pour un risque de crédit extrêmement limité, offre du rendement et de la visibilité là-dessus qu'il faut avoir dans son portefeuille en termes d'allocation et de diversification. Ouais. Un mot pour conclure avec vous, Damien, sur la philosophie un peu de l'investissement là aujourd'hui, ou d'une allocation, ou la gestion d'un mandat. Ce que vous Xavier, c'est que, lors de nos derniers rendez-vous, on a déjà dit la même chose, c'est que aujourd'hui, vous achetez des obligues, vous avez un rendement qui est quand même très satisfaisant pour une volatilité qui est faible. Ouais. Et pour l'instant, à court moyen terme, on ne voit pas de raison pour laquelle ça changerait. C'est-à-dire que la tendance, c'est quand même la baisse des taux. Justement, après, on peut toujours discuter. Les taux, ouais, d'accord, ok. La baisse des taux, c'est de la plus-value sur vos obliges. La plus-value, ok. Ouais. Et c'est de la plus-value, sachant que si vous faites un portefeuille, on va dire, équilibré entre du haut rendement et de l'investment grade, vous allez tirer en brut 4%. Quoi. Donc aujourd'hui, rendement 4%. Si baisse des taux, vous allez un peu améliorer la sauce. Tout à l'heure, on a dit que à court moyen terme, on ne voyait pas trop quel était le catalyseur pour les actions. Donc nous, on continue d'être assez agressif sur la partie obligataire. Oui, ça reste un moment favorable pour le crédit, quoi, pour la partie obligataire. Oui, ça reste un moment encore très favorable pour le crédit. Bien qu'on sorte de 18 mois de très bonne performance du crédit, ça reste encore favorable. Ouais. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Damien Charlet, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Léa Dunan-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Et Xavier Deburen, directeur des investissements chez OTA Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes, entre sentiments et fondamentaux. Où en est-on pour les actions européennes et quelles sont les perspectives devant nous? Nous en parlons avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Europe chez Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Laura. Si on prend un peu de recul, je voulais bien que vous nous refassiez un peu la séquence de l'été, Roland, pour les actions européennes. Effectivement, on a tous pu observer que le marché avait changé un peu de schéma ou de logiciel. C'est-à-dire que les gagnants de l'été, là, sur le troisième trimestre, juillet, août, septembre, n'ont pas forcément été les gagnants des trimestres précédents. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aussi et quelle analyse vous en faites ? Alors effectivement, il y a un changement de disquette déjà, ça c'est le premier point, et surtout qui a commencé à partir du mois d'août avec les chiffres de l'emploi. Donc la première partie de l'année, j'ai envie de dire, le marché était extrêmement stressé par les chiffres d'inflation et on avait vu effectivement qu'à chaque fois qu'on avait un chiffre d'emploi qui était un petit peu moins bon, finalement on se disait l'économie n'est pas en surchauffe, ça va donner un peu des billes à la banque, aux banques centrales pour intervenir. Donc quelque part, bad news, good news. Ouais. Et puis on a vu un petit peu un changement durant l'été avec évidemment les chiffres de l'emploi, mais ça a continué avec
l'ISM manufacturier américain. On l'a vu, y compris avec des chiffres plutôt positifs sur la consommation. On a vu le marché se remettre la tête à l'endroit, si je peux me permettre dans ce sens-là. C'est-à-dire, les mauvais chiffres sont des mauvais chiffres et les bons chiffres sont des bons chiffres. Donc le marché a effectivement moins de crainte sur l'inflation, mais commence à se poser des questions sur le cycle. En termes de performance boursière, on a effectivement vu une rotation. Alors, une rotation qui a, pour le coup, même commencé en fin mars, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre. Mais c'est vrai que le premier trimestre a été tellement fort pour les cycliques que même quand on regardait depuis le début de l'année, en avril, en mai, en juin, on continuait à voir... On ne voyait pas cette rotation encore. Et donc, la rotation s'est accélérée durant l'été. Et c'est vrai qu'on a eu les cycliques qui ont marqué le pas et les défensifs qui ont surperformé. Qu'est-ce que vous dites de ce mouvement de rotation qui a été bouleversé, j'allais dire, la semaine dernière par le plan de relance chinois? C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites le tri entre l'effet chinois qui a, sur quelques séances, à nouveau repropulsé les cycliques, on l'a vu à travers le luxe, les ressources de base, par exemple, en Europe, et cette tendance accumulée sur plusieurs mois, quand même, vous le dites vous-même, ça commence avant l'été, cette rotation vers des secteurs plus défensifs. Comment vous faites le tri, désormais, entre tout ça, avec la nouvelle chinoise qui est arrivée depuis une semaine? Alors moi, je me méfie toujours des effets d'annonce. Il y a effectivement, dans les effets d'annonce, des mouvements qui sont très importants. On l'a vu sur certaines valeurs qui ont pris 8-9%, LVMH par exemple, sur une séance. Et quand on arrive dans ces ordres de grandeur sur une séance, on peut se dire que ça peut être aussi des phénomènes techniques. Donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement des investisseurs qui étaient short et qui avaient une forte conviction sur certains titres, d'ailleurs qui n'étaient pas donnés, et qui se disent, tiens, avec les annonces sur la Chine, je vais me méfier et donc je vais couper mes positionnements short. Et donc on a des mouvements assez importants comme ça dans la journée. Après, il faut voir, une fois que l'euphorie est passée, moi je pense que c'est surtout le gouvernement chinois qui a surpris par le timing et par les mesures qui ont été annoncées. Les mesures, parce qu'il y a eu, finalement, c'est pas une mesure, mais tout un tas de mesures. Et c'est vrai que le marché va avoir du mal à les digérer parce que ça fait beaucoup. Et en même temps, c'est pas non plus le bazooka, voilà. Donc c'est des choses qu'il va falloir accumuler. C'est presque un micromanagement au niveau chinois, quoi. En tout cas, en l'occurrence, à la taille de la Chine, quoi. Et on essaie de cibler la problématique du marché immobilier. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et par le timing, tout le monde disait, tous les investisseurs que j'ai rencontrés, ils feront rien avant l'élection américaine. Ils veulent se garder les cartouches. Alors, comment on l'interprète, du coup? Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent garder la main sur la croissance? Ils veulent absolument atteindre 5% d'objectifs? Ils veulent montrer que c'est eux qui contrôlent les choses? Ou bien, on peut aussi se dire, la situation est vraiment, vraiment pas bonne, et donc ils sont dans l'obligation d'y aller. Mais en tout cas, ça a pris tout le monde par contre-pied, et donc effectivement, je suis pas surpris de voir sur la séance, sur la semaine, des mouvements assez importants. Donc il va falloir voir effectivement après ce qui va se passer. Moi, je pense que déjà, il va falloir voir si ces mesures sont suffisantes. Il va falloir, on parlait des élections américaines, voir le successeur de Biden, quelle sera sa posture par rapport à la Chine, sachant que quand on écoute et Trump et Harris, ils sont quand même assez durs vis-à-vis de la Chine. En ce qui nous concerne sur les actions européennes, voire aussi l'Europe, c'était facile quelque part de resserrer la vis par rapport à la Chine quand ça décélérait, mais maintenant effectivement si ça stabilise ou ça repart, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait des voitures électriques, qu'est-ce qu'on fait des panneaux solaires, où l'Europe a commencé effectivement à monter le ton. Parce que si effectivement ça repart, l'Europe sera bien contente aussi d'en bénéficier. D'en profiter. Donc tout ça, effectivement, ça pose des questions. Et enfin, là on parlait de mouvements sur la semaine. Historiquement, quand on a des mouvements monétaires en Chine, ça prend entre 3 et 4 trimestres pour venir effectivement avoir un impact sur les actions européennes. Donc ça veut dire potentiellement que les prochains résultats de ces entreprises-là peuvent être encore un peu décevantes. Donc est-ce que les investisseurs vont accepter en disant on verra, de toute façon la Chine a annoncé quelque chose, ou est-ce qu'elle sanctionnera si les résultats ne sont pas à la hauteur? Parlons justement des résultats. Alors, on va rentrer dans la période de résultats, mais si on se projette même sur 2025, je disais sentiments et fondamentaux pour cette interview, c'est donc la partie fondamentale. Qu'est-ce que vous dites des attentes du marché par rapport aux perspectives bénéficiaires des entreprises européennes pour 2025? Comment vous vous situez par rapport au consensus aujourd'hui, Roland? Puis après, on peut rentrer un peu plus finement dans le détail du jeu, effectivement, des perspectives bénéficiaires en fonction des secteurs. Mais déjà, qu'est-ce que vous dites
de l'image de fond qui est proposée aujourd'hui par le consensus là. Alors, juste avant de parler de 2025, où est-ce qu'on en est sur les 12 derniers mois? Oui. Moins 0,5%. D'accord. Donc, quasiment pas de croissance. Pas de croissance. Les secteurs qui ont eu les plus fortes contractions, c'est les secteurs liés aux matières premières, pétrole, métaux et mines. Et on va retrouver chimie, luxe, automobile. C'est quoi le rapport entre ces trois secteurs? C'est évidemment la Chine. Ouais. Donc, on voit évidemment que c'était pas très bon sur les 12 derniers mois. Attendu pour 2025, maintenant, 10% de croissance. 10% de croissance dans un environnement où, effectivement, la croissance des prix baisse. On a encore vu aujourd'hui les chiffres d'inflation, c'est en train de ralentir. Ça veut dire que les entreprises montent moins vite leurs prix. On le voit aussi dans les chiffres d'affaires qui sont en train de décélérer. Et puis, on voit ce qui tenait jusqu'à maintenant, c'était les marges, qui commencent effectivement à grignoter. Moi, j'ai un point depuis le début de l'année sur les marges, c'est que et c'était un peu l'inverse de 2022-2023, il y a un rattrapage des salaires. Il y a eu des négociations, on le voit, hein, c'est un grand thème politique en France, mais pas qu'en France, partout un petit peu en Europe. Les entreprises n'ont pas pris encore à plein ce, entre guillemets, choc de salaire, ce rattrapage de salaire dans leur PNL. Et c'est pour ça que quand on parle pouvoir d'achat, quand on regarde les sondages, ça fait partie des préoccupations des Européens à court terme. Et donc, effectivement, il y a des négociations avec des syndicats. Le SMIC est, par exemple, directement décidé par l'État en France. Et donc, ça prend du temps, évidemment. Et je pense qu'effectivement, les entreprises vont avoir des marges moins fortes en 2025. Donc, dans cet environnement où vous avez moins de hausse de prix d'un côté, ou en tout cas les prix qui montent moins vite, et de l'autre, des salaires, donc votre base de coûts qui monte plus vite, je vois mal, effectivement, les marges continuer à monter. Et dans ce contexte-là, moi, je suis plus sur un scénario autour de 5% de croissance l'année prochaine que 10%. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros mouvement d'ajustement encore à venir. Ouais. Et dans ce contexte-là, oui, j'allais dire que la BCE baisse ses taux le 17 octobre plutôt que décembre, ou qu'elle fasse et octobre et décembre, etc. Ce genre de petits pas, vous dites, ça ne change pas la face du monde immédiatement, en tout cas pour des entreprises européennes, face à ce que vous décrivez, quoi. Je demande aussi ce qui est déjà dans les prix, parce que quand je regarde effectivement dans les marchés, et je regarde sur la courbe des taux, il y a déjà 150 points de base attendus pour les 12 prochains mois. Donc, côté américain, comme à 25 points de base près. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a déjà un grand mouvement de baisse qui est déjà attendu. C'est plus ce qui fait la différence, quoi. Exactement. Et on le voit bien dans la courbe des taux qui est très inversée, puisqu'on est à 2% sur les taux allemands. Donc, effectivement, à partir de là, on peut se poser la question à quel point la partie longue de la courbe, qui est la plus importante, parce que quand vous vous endettez, quand une entreprise s'endette, elle ne prend pas le taux de la BCE. Elle prend des taux beaucoup plus longs. Donc, c'est ça qu'il va falloir se poser comme question, c'est quel est le potentiel de ces taux longs de baisser. Et moi, je dis que finalement, il y a déjà beaucoup d'attentes en termes de mouvement de baisse des taux courts. Ouais. Et que si on doit avoir plus, malheureusement... Ce ne sera pas pour de bonnes raisons. Exactement. Et oui, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, on se rapproche de la récession. Donc, voilà. Donc, pour moi, effectivement, c'est un peu compliqué. Et puis, tout à l'heure, je disais... On n'a quasiment pas eu de croissance des bénéfices au niveau européen, moins 0,5%. Le marché, il a pris 15% depuis un an. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait que le marché a pris 15% ? Les attentes, les anticipations déjà de baisse des taux. Ce facteur taux, il a déjà été bien Pour moi, intégré. S'il faut être effectivement dans l'idée qu'on ne va pas faire 10% de bénéfices en 2025, mais plutôt 5%, en termes de stratégie, d'investissement, action européenne, quelles sont les grandes guidelines que vous émettez aujourd'hui, Roland ? Moi, je reste sur où il y a de la visibilité, où il y a de la résilience des bénéfices. Je suis plutôt sur une stratégie plutôt défensive encore. Des secteurs comme la pharma, comme les utilities, voilà, c'est des secteurs qui ont des attentes de croissance. Alors, les défensifs aussi ont des attentes de croissance globalement. Quand je les mets tous ensemble, je suis à peu près à 10%, alors que les cycliques, on est à 15 ensemble. D'accord. Tous ensemble. Ça vous paraît plus réalisable quand on regarde l'univers défensif que l'univers cyclique ? Je me dis surtout la baisse va être moins forte. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, alors l'année n'est pas finie, les défensifs font 5, les cycliques font 1. Donc si vous passez de 10 à 5, ça fera moins mal que si vous passez de 15
à 1. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ça mon... Ouais. Et après, voilà, je regarde des secteurs, on a parlé de la Chine tout à l'heure, le luxe par exemple, qui est sur une croissance qui fait rien depuis ni en 2023 ni en 2024 en termes de croissance bénéficiaire, 15% attendu l'année prochaine. 15%. Il va falloir que le gouvernement chinois... Visiblement, le marché attend qu'il se passe quelque chose entre le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2025. On verra. Il y a beaucoup d'étapes encore à franchir d'ici là. Et comme vous disiez, le facteur chinois reste pour ces boîtes-là un facteur prépondérant. Merci beaucoup, Roland. Merci d'être venu parler action européenne et stratégie d'action européenne avec nous. Roland Calognan, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.